D'excuser Monsieur le maire Philippe Sorel, président de Montpellier Méditerranée Métropole, qui aurait souhaité être là ce soir, qui ne le peut pour des raisons d'agenda, et qui m'a demandé de le représenter. Pour mon plus grand bonheur, parce que j'ai le plaisir de vous saluer, monsieur, et de la part de monsieur Sorel, vous remercier d'avoir été là en 2013 et d'avoir ouvert par un entretien la Comédie du Livre 2013. Ce soir, vous présentez un livre, je vais vous laisser la parole. Bienvenue à Montpellier, mais vous savez que vous êtes le bienvenu, regardez. Voilà. Je vais vous laisser parler de votre livre en souhaitant, monsieur, que vous conserviez vos idées incisives et votre franc-parler. Bravo à vous, monsieur. Bonsoir à tous. On est très content de vous voir aussi nombreux, et on salue aussi tous les usagers ou les curieux ou les gens qui veulent vraiment entendre Boualem Sansal, qui sont de l'autre côté et qui sont très nombreux aussi dans le Café des Lettres. Voilà, ils auront la conférence en direct puisqu'il y a un grand écran qui le retransmet, et cette conférence sera également en ligne sur le site de la médiathèque dans une semaine à peu près. Donc on est effectivement très content de la venue de Boualem Sansal, et je dois dire que cette conférence de ce soir, elle a une double tête, on va dire. C'est l'Institut Maïmonide avec Michael Yankou, à la droite de M. Sansal, qui a souhaité avoir une rencontre avec M. Sansal, et bien sûr la médiathèque aussi. Voilà, donc c'est la raison pour laquelle nous sommes deux autour de Boualem Sansal, mais nous n'allons pas lui poser les mêmes questions. Moi, je vais essayer de lui parler plutôt du livre, ce qui a été peu fait jusqu'à présent, parce qu'il a été beaucoup question des idées de Boualem Sansal, du contenu du livre, un peu moins. Et moi, je vais plutôt m'attacher à ça, à vous faire découvrir, avec lui bien sûr, ce qu'il y a dans ce magnifique roman d'anticipation un peu terrifiant. Et dans un deuxième temps, c'est Michael Yankou qui posera des questions un peu plus, on va dire, religieuse et politique, et bien sûr, vous, ensuite. Bien sûr, la parole sera à vous, avant de pouvoir, si vous le souhaitez, acheter le livre auprès de la librairie Sorens, notre partenaire pour cette soirée, comme pour beaucoup d'autres. Voilà. Alors, Boualem Sansal, je voulais vous dire, vous êtes en fait un jeune romancier. Oui, encore jeune. Encore jeune, hein, puisque vous avez commencé, vous aviez 50 ans. Le premier titre, pardon, vous aviez 50 ans, c'était Le Sermon des Barbares, qui a tout de suite eu un accueil vraiment très très favorable de la critique et du public. On va dire comme ça. Oui, on va dire comme ça, et c'est tout à fait vrai, même si avant, vous avez été un haut fonctionnaire au ministère de l'Industrie en Algérie, dont vous vous êtes fait licencier en 2003, puisque vous aviez des prises de position à l'égard du régime algérien qui ne t'ont pas plu. Voilà, et ce qui vous a valu. C'est le moins qu'on puisse dire. C'est le moins qu'on puisse dire. Donc en fait, vous avez quand même commencé à écrire bien avant, et c'est votre ami, je crois, Rachid Mimouni, qui vous a incité à écrire. C'est un beau parrainage. Oui. En fait, j'ai quand même deux petites rectifications. J'étais au fonctionnaire seulement dans le troisième tiers de ma carrière. Sinon, au départ, j'étais à l'universitaire, chercheur. J'ai enseigné à l'école polytechnique d'Alger, j'ai enseigné à l'université, l'économie, donc un esprit très scientifique, très normé, je pense, assez bien construit. Mais j'avais aussi la passion de la littérature. C'est quelque chose que j'ai découvert, que je tiens de mes parents, et surtout de mon grand-père. Et donc j'ai été un formidable lecteur. Voilà. Et puis j'ai aussi écrit, avant de passer à la littérature, j'ai beaucoup écrit dans le domaine scientifique. Et c'est très intéressant. Et il va falloir qu'un jour je commence à faire des conférences sur les turboréacteurs avec lesquels j'ai travaillé longtemps. Avec la renommée que vous avez aujourd'hui, vos conférences, elles feront un tabac, quel que soit, à mon avis, le sujet que vous traitez. D'accord. Donc là, Et puis alors, donc, Mimouni, je continue,
Et puis, dans ce fleuve tranquille qui était ma vie en Algérie, bon, il faut imaginer l'Algérie, c'est un système, une dictature paresseuse. Donc on est devenu un peu paresseux, on se laisse vivre. Et on pensait que ça pouvait durer éternellement. Et puis un beau jour, patatras, la guerre. Et la guerre civile, la pire des guerres. À côté des guerres faites à l'ennemi, c'est rien du tout. Presque. C'est parce que l'ennemi est en face. Donc il suffit de regarder dans cette direction, il est en face. Et on se défend. Mais la guerre civile, il faut regarder son frère, il faut regarder sa soeur, il faut regarder derrière, c'est la famille, c'est le quartier, c'est les gens entre eux. Et c'est absolument terrible, c'est destructeur. Pas seulement les vies que cette guerre arrache, mais la destruction des idées, c'est une désespérance totale. La guerre civile, c'est effrayant. Ces pauvres Syriens, ces pauvres Irakiens ne guériront jamais de ce qui leur arrive. Ils vont traîner ça pendant des générations et des générations. C'est sur ce plan-là qu'il faut les aider. C'est pas en envoyant des avions bombarder. Voilà. Et donc, dans une guerre civile, qu'est-ce qu'on fait? On va tuer son frère, on va tuer son cousin, on va émigrer. Beaucoup de gens qui étaient menacés ont été obligés de partir. Encore des victimes de la guerre civile. Et bon, voilà, dans ce tohu-bohu, c'est constitué des petits groupes de gens courageux qui essayaient de faire des choses à leur manière. Donc Rachidi, Bétard, et d'autres, et des défenseurs des droits de l'homme, et des gens qui étaient dans l'Amnesty International, tout ça. Donc j'ai rejoint ce groupe et j'ai apporté mes petites connaissances en économie, voilà. La plupart ont été assassinés, sont morts, ont été obligés de disparaître. Je me suis retrouvé seul. Et voilà. Et donc, j'ai décidé d'écrire. Et donc la littérature. Voilà. Donc là, la raison pour laquelle vous êtes là ce soir, c'est votre 7e roman. Et votre 7e roman, il est quasiment sur la liste de tous les prix littéraires. À un moment, vous avez même fait Grand Chelem, ce qui est rarissime. C'est-à-dire tous. Donc là, je crois qu'il n'y en a plus que un ou deux qui vous savez quel est le plus important, qui m'a le plus ému? Non, dites-moi. Je suis le seul à savoir ces choses-là. Il existe un prix qui s'appelle le prix de la meilleure page 111. C'est un moment du jury qui dit pourquoi on va lire tout le roman en disant juste une page. Ça, c'est un prix fait par les journalistes. Oui, c'est un prix de journaliste. Et alors quand j'ai appris que j'étais nominé, alors j'en 4, ils ne prennent pas dans les autres prix, 15, 20, comme ça, toute une troupe pour le suspense. Eux, c'est 4. Et donc j'étais parmi ces 4. Alors j'ai couru, j'ai pris mon livre, j'ai cherché page 11. Et voilà, elle est passionnante, donc je suis presque sûr d'avoir le prix. Donc, plaisanterie mis à part, ça vous fait quoi, cette espèce de quasi-unanimité autour de votre livre, autour de la critique, le public, les bords, n'en parlons pas. Qu'est-ce que ça fait à un auteur de roman? Parce qu'ici, on va parler d'idées, mais on va aussi parler de littérature. Qu'est-ce que ça fait? Oui, à vous. Ah oui, c'est très, très impressionnant. Vous l'imaginez bien. Non. Non, c'est très impressionnant. Alors après, on réfléchit, on dit, est-ce que c'est sa petite personne qui plaît ou... Bon, il doit y avoir de ça, peut-être. Mais une belle chevelure, comme le public de la littérature, que ce soit le public des lecteurs ou les journalistes, c'est féminin, quasiment à 100%. Et bon, donc voilà. Mais aussi, je pense, les sujets que je traite dans mes romans, je traite de questions qui intéressent les gens. 2084 vous interpelle tous, évidemment. C'est des thématiques du moment, c'était très angoissante. Je parlais tout à l'heure de guerre civile. La guerre civile se propage, est en train de se propager, même si, évidemment, elle est surtout dans les pays arabes et musulmans, une vraie guerre civile déclarée, mais elle est aussi ailleurs, sous d'autres formes. Elle n'a pas atteint le stade des
des armes, mais elle est là. C'est une guerre des idées, guerre des haines qui s'installent et tout ça, et ce livre vient dénoncer ça, quoi. Et il le dénonce de la manière suivante en disant attention, parce que 2084 arrive. Alors évitons de nous retrouver dans cet univers qu'avait imaginé George Orwell en 1949. Il avait imaginé en 1949. La date d'édition de Georges Péchou. Et il avait compris cette chose extraordinaire, et moi j'ai eu l'occasion de vérifier un peu partout, c'est que ce que nous avons de plus précieux en nous, c'est infiniment fragile, c'est l'humanité. On peut devenir un animal très rapidement. Moi j'ai vu des gens d'une bonté extraordinaire, d'une intelligence extraordinaire, mais basculer dans l'islamisme, la barbarie, d'un côté ou de l'autre, soit du côté des islamistes, soit du côté des militaires qui font de l'éradication. On perd notre humanité à une vitesse effroyable. Vraiment, c'est presque une surprise. On est là, tout bien fait, dans sa tête, et puis, pof, 3 mois après, on est même pas un animal. Enfin, un animal, c'est quelque chose de très digne. Donc on va revenir un petit peu à votre livre. Donc 2084, c'est effectivement très largement inspiré de 1984, de George Orwell. À quel moment vous l'avez lu, ce livre, et est-ce que vous l'avez relu avant de vous mettre à écrire votre livre? Je lis Orwell depuis les années 60, 70. Je l'ai découvert, j'étais jeune étudiant. Et il m'avait frappé, comme j'imagine que peut-être 2084 doit interpeller certains jeunes, parce que dans mon pays, indépendant en 62, s'est installé tout de suite après une dictature. Et donc on était dans un univers orwellien en construction. Donc à la maison, je lisais George Orwell, un système infini, donc il raconte un système construit. Avec l'oppression communiste, une oppression des pays soviétiques. C'était ça dont il était voilà, largement question. Et donc vous, là, maintenant, dans ce que vous évoquez, c'est un pays où l'oppression, elle est religieuse. Voilà. Très clairement. Hein. Voilà. Et donc pendant des années, j'ai lu et relu Georges 1984 pour vérifier si ce qui se passe sur le terrain dans mon pays était en quelque sorte décrypté dans le livre d'Orwell. Et c'était à la 20e ou 30e lecture, j'ai compris que ce monsieur avait parfaitement saisi comment un système totalitaire s'installe et quels sont les instruments sur lesquels il joue, l'idéologie, bien sûr, la coercition policière, la surveillance et surtout l'autosurveillance, la censure, mais surtout l'autocensure, le travail sur la langue, donc une sorte de novlangue qui permet d'atrophier le cerveau, qui fait des individus, des soldats dans une caserne. Vous savez, dans une caserne, je me suis occupé un peu de ça, j'ai fait des études de recherche, ils ont besoin d'une 50aine de mots. À droite, à gauche, ça suffit pour faire fonctionner une caserne de 10 000 hommes. Ça suffit. Et au bout de quelques semaines, le soldat ne pense plus à rien. Il se lève, il pense juste à son petit déjeuner. On les amène au courant prendre le petit déjeuner, et puis ensuite ils partent à l'entraînement, à droite, à gauche, de haut, ainsi. Et toute la journée se passe comme ça. Il rentre le soir dans son lit, il est tellement fatigué, il dort. Et heureusement que le service militaire dure pas de temps, sinon imaginez. Voilà. Et donc, alors, donc j'ai vu la dictature militaire socialiste s'installer, et puis j'ai vu un système apparaître, celui-ci, dans les années 80 par là, et s'installer. J'ai été vite redire George Orwell en me disant, est-ce que ce que George Orwell avait imaginé dans un système laïque, politique, est-ce que c'est valable dans un système religieux? Ben, c'est valable, à 100%.
Alors, on va un petit peu parler de ce pays. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce pays dans lequel se passe quand même l'épopée d'Ati, hein, qui pourrait être le Winston de 1984. Alors, on est en Abystan en 2084. Et 2084, c'est la date fondatrice du Nouveau Monde, parce qu'en fait, il n'y a pas d'Ancien Monde. L'Ancien Monde n'existe plus. Il a été rasé, détruit par une guerre sainte que vous avez appelée le char, un de tous les nombreux mots que vous avez inventés en abilangue. Donc le char a éradiqué l'ennemi, on ne sait même pas ce que c'est que l'ennemi. Et au milieu de tout ça, on a quand même, dans un roman d'anticipation ou pas, il y a quand même un héros. Et là, notre héros s'appelle Ati. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu, parce qu'il est beaucoup question de votre livre, moi j'aimerais bien que quand même les spectateurs qui sont ici et de l'autre côté sachent un peu de quoi est fait l'Abystan, qui est Ati, quelles sont les règles, etc. Vous présentez un peu l'Abystan, si vous voulez bien. Alors donc, j'imaginais, donc à partir de ma propre expérience, de ce qui s'est passé en Algérie, puis que j'ai vu s'étendre à la faveur, enfin, je ne sais pas si c'est pas le mot qui convient, à la défaveur des printemps arabes, l'installation de régimes plutôt islamistes, et puis cette chose qui se propage vraiment partout, même là-bas chez les Lapons, je crois qu'il y a quelque chose qui bouge. Voilà. Et donc, l'idée d'imaginer que c'était une question qui m'a beaucoup travaillé. Est-ce que, finalement, on va y aller vers ce régime-là? Mon hypothèse est que oui, sauf sursaut révolutionnaire très vite, hein, je crois qu'on est emporté vers cela. À la fois parce que l'islamisme est une dynamique forte, portée par des gens qui ne craignent ni la mort, ni la souffrance, ni rien du tout, qui sont prêts à tout, mais aussi parce qu'en face, il n'y a rien, il y a un système mou qui n'a plus de, comment dit-on, des systèmes immunitaires, ces systèmes immunitaires, sur pour l'idéologique et philosophique, qui ne fonctionnent plus très bien. Oui, voilà. Et donc, oui, j'imagine que l'Abystan couvrirait un jour toute la planète. Et alors, j'ai été chercher chez George Orwell, évidemment, la vérification de ces théories, de ces découvertes, et je les ai appliquées à ça, et bon, ça fonctionne, tous les systèmes totalitaires se construisent de cette manière. On peut détailler un peu? Oui, un petit peu, oui. D'abord, je crois que c'est on y va aussi par inertie. Donc au-delà du fait que l'islamisme est puissant et qu'en face, nos systèmes immunitaires sont affaiblis, il y a le fait aussi que c'est une dynamique naturelle. La dictature, c'est le système le plus naturel qui soit. Parce que, à partir du moment où il y a une oligarchie qui prend le pouvoir, elle a tendance à s'accaparer tout le pouvoir. Et les populations, à partir du moment où elles ont délégué leur souveraineté, elles continuent à déléguer finalement, parce que c'est très confortable. On a à s'occuper de rien. Nos représentants s'occupent de tout. Et puis, donc, le système se construit de cette manière-là. À un moment donné, l'oligarchie au pouvoir disparaît, parce qu'il est indispensable qu'elle disparaisse. C'est comme dans le système religieux, Dieu, on ne le voit pas. Si on voyait Dieu, les religions disparaîtraient, parce qu'on pourrait le remettre en question et lui dire, après tout, t'es pas si beau que ça, t'es pas si intelligent que ça, on peut prétendre à se passer. Donc l'invisibilité du pouvoir est absolument nécessaire. Et c'est là que le pouvoir, sa suprême intelligence, c'est qu'il va déléguer au peuple son propre contrôle. Le pouvoir dit pourquoi je vais contrôler tous ces gens-là, je vais les charger de s'auto-contrôler. Et ça fonctionne très bien, ça aussi. Vous dépeignez une organisation religieuse ou sociale, c'est la même chose,
dans le livre, et c'est très 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 hiérarchisé, alors avec des mots que moi je trouve, il y a quand même un peu d'humour malgré le désespoir ambiant. Il y a le SAMO, c'est le comité de santé morale. Il y a des chabires qui sont des kilomètres, il y a des SICA qui sont des mètres, donc avec tout ça, vous nous les dépeignez quand même très très précisément, on a l'impression que vous êtes, pardonnez-moi de dire ça, mais régalé à le faire. Que vous avez pris du plaisir à nous détailler cette organisation incroyable. Effectivement, il n'y a aucune liberté, sauf que personne n'a conscience qu'il n'y a pas de liberté, sauf le héros qui, à un moment, qui est soigné dans un sanatorium, dont il n'aurait d'ailleurs jamais dû revenir, parce que, si j'ai bien compris, ils sont très peu à en revenir. Donc, il est soigné dans un sanatorium pour la tuberculose, il revient dans la grande ville, j'arrive pas à dire le nom, Oxabad, la capitale, j'arrive pas à dire. Kotzabad, voilà. Il revient, et sur le et à la fin de son séjour, donc, dans ce sanatorium, il est touché par ce qu'il appelle le doute. Il y a quelque chose qui vient de l'ordre du doute. Alors comment est-ce que c'est possible que dans cet univers aussi cloisonné, où il y a cette autocensure, où il n'y a pas de communication ni entre les 60 provinces de l'Avestan, ni même à l'intérieur des quartiers qui composent la ville, etc., comment se fait-il que le doute arrive à s'instiller? Vous utilisez un mot qui est très moderne. Hein. Le doute, c'est évidemment fait partie des sociétés, on va dire, qui ont fait une révolution intellectuelle où l'individu, enfin, l'homme est individualisé, il a sa conscience et il l'utilise dans des systèmes qui ressemblent à la fourmilière. Il y a ni conscience, il y a ni doute. Il y a seulement le fait qu'on découvre des choses qu'on ne comprend pas. C'est la fourmi qui est là, qui fait son boulot tous les jours, le même travail, et puis qui un beau jour tombe sur quelque chose qu'elle n'a jamais vu. Elle ne doute pas, juste elle se pose la question, qu'est-ce que c'est? Et puis elle passe son chemin. Elle ne cherche pas à savoir ce qu'est cette chose. Elle passe. A-t-il dans cette situation donc, de la fourmi qui est là-bas au bout du monde et qui voit des choses. D'abord, il voit la diversité. Et lui, il était dans son quartier et il voit c'est des petits quartiers où les gens se ressemblent tous et il croit que l'humanité, où qu'elle soit, est comme lui. Mais dans ce sanatorium qui apparemment est unique dans tout l'Afghanistan, c'est là-bas qu'on soigne tous les tuberculeux, et il découvre des gens différents, des noirs, des blancs, des jaunes, avec des yeux bridés, et qui, entre eux, et évidemment, en public, ils parlent tous la bilangue, qui est la langue de ce pays, entre eux parlent leur petit dialecte. Donc ils découvrent aussi des... Il y a d'autres réalités. Voilà. Et puis, il découvre aussi cette histoire, parce que, bon, le sanatorium est au bout du monde, il est approvisionné par des caravanes, des caravaniers qui amènent tous les frichtis du sanatorium, mais de temps en temps, ces caravanes sont attaquées par on ne sait pas qui. Leurs gardes sont tués et ceux qui ont fait cela disparaissent, on ne sait pas qui c'est. Et il entend un mot qui, lui, bien sûr, l'interpelle beaucoup, c'est le mot frontière. Parce que dans un univers qui est complet, on n'a pas besoin de frontières. Vous ne pouvez pas comprendre le mot frontière si vous êtes dans un système et vous pensez que ce système est rempli de tout l'univers. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Et là, c'est très 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 angoissant parce que ça amène cette question, qu'est-ce qu'il y a après la frontière? Est-ce que c'est notre monde qui continue? Mais alors pourquoi la frontière dans ces conditions? Si c'est un autre monde, allons voir ce qui se passe. Bon, voilà, il y pense parce que dans un sanatorium, il n'a rien à faire. Hein. Il tourne en rond et puis un jour il est guéri et il rentre. Hein. Il est tout heureux de retrouver son petit chez-soi, son petit train-train. Il n'y a pas besoin de penser tout ça. Mais il semble que ces petites réflexions qu'il a eues, peut-être qu'il a eu dans le regard quelque chose qui a brillé, et ça a été capté par le système.
et il s'installe autour de lui comme une sorte de surveillance bizarre, il se sent observé. Bon, et puis voilà, on est dans l'Afghanistan et je dois le vivre. À un moment, quand même, il rencontre, parce que dans l'Afghanistan, il n'y a pas d'histoire, vous l'avez compris, hein, l'histoire n'existe pas. Il y a même des archéologues qui sont chargés, comme Nas, qui sont chargés de reconstruire l'histoire pour que ça colle avec le Gakul, qui est le livre saint de l'Afghanistan. Il y a même des archéologues qui sont chargés de réécrire tout ça pour que tout ça colle avec la fondation du pays que Abi puisque le dieu qu'on révère là-bas, c'est le dieu là, et Abi est son délégué sur la terre. Mais tout de même, dans cette organisation, si rigide soit-elle, il y a quand même des marges. Voilà, comme dans toutes les organisations très rigides. Hein. Ici, on a le ghetto. Donc ce ghetto, alors moi j'ai trouvé ça très intéressant parce que dans ce ghetto, tout le monde sait comment y aller. Il y a des chemins obscurs pour prendre des souterrains, etc. Mais tout le monde sait comment y aller et le pouvoir s'en arrange quand même. Le pouvoir s'arrange quand même du fait qu'il y ait un ghetto dans lequel on ne prie pas 9 fois par jour, dans lequel il n'y a pas nécessairement des exécutions rituelles toutes les semaines, etc. Donc moi j'ai trouvé ça intéressant de voir que face à ce monde-là comme ça, est-ce que le côté désespérant de conclusion, est-ce que les ghettos, c'est pas finalement une alternative parce que là, il y a les règles, n'y sont pas, les règles de la distance n'ont pas cours dans le ghetto. Les dictateurs sont très intelligents. Évidemment, ils ont tout le pouvoir, ils ont tout le temps de réfléchir à comment conserver le pouvoir. Donc ils imaginent, ils peaufinent tout le temps leur petit système. C'est comme dans une prison, on surveille les prisonniers et on invente aussi plein de choses pour éviter qu'ils ne pensent, qu'ils ne cherchent à s'évader. Donc on fait en sorte qu'ils se surveillent les uns les autres. Il y a les matons, il y a, comme dans les camps de concentration, il y a les capots. Ce sont des prisonniers eux-mêmes qui surveillent les prisonniers. Donc ils sont très attentifs et ils ont toujours besoin d'inventer cette chose extraordinaire qu'est l'ennemi. Parce qu'il faut, évidemment, il faut soumettre les gens, les endoctriner, les décérébrer et tout, mais il reste quand même toujours la possibilité qu'ils se révoltent. Donc il faut les mobiliser aussi contre un ennemi. Et il ne faut jamais le nommer. Moi, je me souviens, quand j'étais lors de l'indépendance, jeune étudiant, tout ça, le mot que j'entendais le plus souvent, c'était l'ennemi. C'est le mot ennemi qui n'était jamais défini. Le pouvoir, les discours. Alors, quand on descendait à le nommer, c'était l'impérialisme. Attention, l'impérialisme, si ça va mal chez nous, parce que l'impérialisme, ou le néocolonialisme, ou aujourd'hui c'est le sionisme, des trucs comme ça. Il faut. Voilà, l'ennemi ne doit pas être identifié, mais quand même un petit peu. De temps en temps, il faut lui donner un nom pour que ça approche. Mais aussi, les religions peuvent aller loin. C'est créer l'ennemi. C'est le créer. Donc, dans cette Afghanistan, cet immense pays, les gens, de temps en temps, on voit passer des camions, des militaires. Où est-ce qu'ils vont? Ben, on ne sait pas, ils vont à la guerre. Ils partent, et puis on les voit revenir, et ils traînent des prisonniers. Donc c'est bien qu'ils étaient à la guerre, et qu'ils se battaient contre un ennemi qui n'existe pas. Alors la question, est-ce que c'est des soldats? On ne sait pas. Est-ce que c'est des prisonniers? On ne sait pas. C'est une fantasmagorie qui est mise en place. Et quelquefois, il faut aussi aller avancer dans l'identification de cet ennemi, et d'où ce ghetto. Donc, on se demande s'il n'a pas été créé par l'État lui-même, ou si c'est pas une. Parce qu'il faut savoir que le ghetto est pas loin de la capitale, Gotsabad. Gotsabad vient de. C'est Jérusalem. Jérusalem, c'est le nom français de Jérusalem, de cette ville.
ville. Pour les Juifs, c'est Yerushalayim, et pour les Arabes, c'est Quds. Quds Abad, comme Islamabad, comme voilà. Donc, alors, et ça, c'est un lecteur qui m'a dit, votre ghetto, est-ce que ce ne serait pas quelque chose de lié à Israël ou à oui, pourquoi pas, de toute façon, on a toujours pris Israël pour l'ennemi suprême, donc on peut continuer dans un univers comme celui-ci. Ils ont toujours servi à ça, donc ça peut continuer, pourquoi pas. Alors j'ai une dernière question avant que Michael Yankou ne continue de vous poser des questions. Tout à l'heure, vous avez parlé d'un convoi de prisonniers. Hein. Il y a un truc qui m'a vraiment, peut-être parce que je suis une femme, mais ça m'a vraiment heurté. Hein, voilà. Il y avait donc dans ces convois de prisonniers, il y a des hommes et des femmes. Et les femmes sont très très derrière, évidemment, entre elles, parce que leur odeur fauve dérange les hommes. Donc elles sont derrière. Et ça m'amène à ma dernière question. À la différence d'Orwell, où il y avait vraiment une Julia qui avait une importance fondamentale dans le livre, on croise très peu de femmes sauf une nourrice à un moment, pas une femme qui a un enfant dans le ghetto. Là, c'est très joli parce que voilà, elle échappe elle n'est pas de Rabistan justement. Mais sauf cette fois-là, il n'y a pas de femme, pas d'histoire d'amour bien sûr, il y a une histoire d'amitié entre Ati et un de ses copains, Koa, voilà, mais il n'y a pas d'histoire d'amour. Alors, est-ce que c'est délibéré? Est-ce que c'est parce que dans l'Abistan, les femmes n'ont pas leur place, que ça n'a pas pu s'inscrire, ou parce que c'était pas votre propos tout simplement? Mais tout de même, cette absence de femme, moi, en tant que femme, m'a un peu questionnée. Alors je me pose la question. Oui, c'est tout à fait vrai. Sur ce point-là, j'ai divergé de George Orwell. George Orwell pensait que l'amour est un moyen de libération, de réalisation de ces choses nobles. Voilà, ils sont dans le malheur total. L'univers de George Orwell, c'est un univers de misère absolue. Et il imagine que l'amour serait la solution. Et donc, voilà, la rencontre d'un homme et une femme qui, portés par l'amour, et parce qu'ils sont amoureux l'un de l'autre, ils s'investissent là-dedans et donc ils veulent vivre pleinement leur amour. Parce qu'au début, ils étaient obligés de se cacher. Ils sont membres du parti, l'amour est interdit dans le parti, et puis le mort. Donc ils sont obligés de se cacher, et pour vivre leur amour pleinement, il faut qu'ils détruisent le système. Donc ils essaient de comprendre comment il fonctionne, alors qu'ils sont membres du parti. Voilà. Et ils entrent dans ce dispositif de déconstruire le système pour gagner leur liberté et vivre pleinement leur amour. Donc j'étais parti, je voulais faire ça. C'était intéressant. Mais je me suis situé dans un univers où, moi je vois dans mon pays, quand un jeune de 20 ans est amoureux d'une jeune fille, il leur est absolument impossible de se rencontrer. Il faut des semaines et des mois de ruses, de guerre et de trucs et de machins, juste pour pouvoir se croiser, se toucher la main. C'est terrible. Ça, dans des pays où les choses se passent encore à peu près normalement. Alors imaginez dans un système comme celui-ci, c'est impossible. Ça n'aurait pas été crédible. Donc, j'ai changé le dispositif. Donc, j'ai mis de bonheur. Alors, ils ne sont pas homosexuels, mais il y a une relation d'amitié, d'amour entre eux. Donc, Ati est très ignorant, donc j'avais aussi besoin d'un dispositif un peu particulier. Ati est très ignorant, il ne sait rien, c'est un intuitif. En revanche, son copain, qui lui est le fils de grand dignitaire religieux. Voilà, d'un grand chef, et donc il a fait des études poussées, il est très intelligent, et il a le savoir. Donc l'ignorance, plus le savoir, ça crée cette petite étincelle qui permet donc d'avancer dans la compréhension de l'Abistan, de ce système qui est incompréhensible de toute façon.
Donc, pour ceux qui ont déjà lu le livre, j'imagine qu'il y en a dans la salle et derrière, en fait, Gwenaël Sansal réussit à nous parler de ce qui nous parle à tous, hein, sans jamais une seule fois écrire le mot d'islam, ou islamiste, ou islamophobie, ou voilà. Jamais, ça n'est jamais écrit à aucun moment dans le livre.